Le triangle des Bermudes, une contrée mystérieuse où disparaissent des vies, des navires, des avions. Il se passe quelque chose de vraiment étrange. Certains disparaissent à tout jamais. On a cherché et on n'a absolument rien trouvé. D'autres vont remplir les cimetières sous-marins. À l'image des ovnis et autres phénomènes surnaturels, le triangle des Bermudes est un haut lieu de légende. Cette enquête va nous permettre de découvrir ce qui se cache derrière le mythe et de voyager au cœur du triangle des Bermudes. Bienvenue dans les 1,5 million de kilomètres carrés de l'océan Atlantique qui forme le triangle des Bermudes. Ici, les conditions météorologiques sont particulièrement destructrices. Un simple ouragan y développe plus d'énergie que 10 000 bombes atomiques. La houle y forme des creux pouvant atteindre 15 mètres, la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Les vents peuvent y dépasser les 300 km/h, soit 4 fois la puissance d'une tempête ordinaire. Même par temps calme, cette portion d'océan qui s'étend entre Miami, les Bermudes et Porto Rico a la réputation d'avaler ses victimes. Certaines disparaissent sans laisser de traces, sans le moindre SOS. Et aucun survivant pour raconter ce qui s'est passé. D'autres reposent dans les cimetières d'épaves de navires et d'avions qui jonchent ces fonds. Il n'existe aucune statistique fiable. Certaines de ces disparitions restent inexpliquées. D'autres n'ont été élucidées que bien plus tard. En 1918, l'USS Cyclope, un bateau de ravitaillement, quitte la Barbade. Peu après son départ, on perd sa trace. En 1963, le navire marchand britannique Sulphur Queen opère une dernière communication de routine avant de disparaître à tout jamais. Les scientifiques insistent sur le fait que les eaux du triangle n'ont rien d'inhabituel. Ces sceptiques ont probablement raison. Pourtant, la légende s'est amplifiée avec le temps. Pourquoi tous ces mythes autour d'une simple étendue d'eau? Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide répand le spectre d'un conflit nucléaire. L'incertitude et la peur favorisent les mythes les plus insolites, qui s'épanouissent dans les films et la culture populaire. Des objets volants non identifiés sont repérés au-dessus du sol américain. Les extraterrestres sont mis en cause dans nombre de disparitions. Les histoires les plus improbables entrent dans l'ordre du possible. Ces tensions sont entretenues par la presse qui fait ses choux gras de disparitions supposées surnaturelles. Tout ceci alors que le trafic maritime et aérien se développe et que se multiplient donc aussi les accidents. Au milieu des années 60, un journaliste du magazine Argosy invente le terme triangle des Bermudes, ce qui scelle encore un peu plus le mythe. Mais comment démêler la fiction de la réalité ? Voici les théoriciens, les scientifiques, les excentriques, les experts et les témoins qui se sont plongés dans le mystère du triangle des Bermudes. Paul Vance est l'un de ces hommes qui croient au mystère du triangle. Il affirme avoir assisté à une scène des plus étranges, l'apparition d'un ovni.
J'étais en train de quitter Palm Beach avec mon ami Doug Gurdon quand on a vu cette étrange lumière blanche traverser le ciel, puis s'arrêter. Ce n'était pas un avion, juste une simple lumière blanche. Quand elle s'est immobilisée, un nuage s'est formé juste en dessous. Il avançait comme une tornade, mais en plus petit. Au moment où la lumière s'est arrêtée, le moteur de mon bateau a commencé à avoir des ratés. Mais j'étais tellement fasciné par ce que je voyais que je l'ai à peine remarqué. L'histoire de Paul Vance est impossible à prouver ou à réfuter. La science offre cependant quelques explications logiques à certains des mystères du triangle des Bermudes. L'une des explications les plus communes se trouve dans les conditions météorologiques. Dans le monde entier, les conditions météo extrêmes apportent leur lot de catastrophes maritimes et aériennes. Le triangle des Bermudes ne fait pas exception et est même le terrain d'un des climats les plus redoutables de la planète. Ces conditions extrêmes peuvent-elles expliquer à elles seules toutes les disparitions dans la région? Le premier de ces phénomènes climatiques est l'ouragan. Ces monstrueuses masses de pluie et de nuages créent les orages les plus impressionnants de la planète. Se déplaçant sur plusieurs centaines de kilomètres et avec des vents pouvant dépasser les 300 km/h, ils emportent tout sur leur passage. Lorsqu'ils atteignent les terres, ils font de nombreux dégâts et souvent des victimes. Leur puissance peut surprendre les experts les plus aguerris. C'est le cas du photographe Jim Head, spécialiste des orages qui a expérimenté la puissance extraordinaire des ouragans du triangle des Bermudes. J'étais en train de filmer une maison qui se faisait emporter par une vague. Je me suis déplacé de l'autre côté de la rue quand une autre vague m'a emporté. Jim manque de perdre la vie. La force de l'impact l'arrache du sol pour l'emporter une centaine de mètres plus loin, au cœur de la tempête. Par chance, il réussit à s'en sortir. La force et le parcours de chaque ouragan est suivi de près par le Centre national des ouragans de Miami en Floride. Mais malgré tous les efforts déployés par l'homme, la nature reste imprévisible. La puissance phénoménale d'orages comme le fameux ouragan Andrews de 1992 peut prendre au dépourvu l'expert le plus endurci. C'est le cas de Jim Leshine. J'étais en train de travailler au Centre national des ouragans et j'analysais des photos satellites pour préparer les alertes locales lorsque ma femme m'a appelé. Elle m'a demandé si l'ouragan allait épargner la maison dans laquelle nous vivions depuis près de 20 ans. Les vents n'étaient pas encore très forts, mais j'ai dû lui dire que l'ouragan fonçait droit dessus. L'ouragan atteint la pointe du triangle des Bermudes et réduit leur maison en poussière. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant plusieurs heures. Lorsque je suis arrivé sur place, là où se trouvait notre demeure, je me suis rendu compte que tout avait été détruit. Son incroyable pouvoir de destruction fait de l'ouragan le phénomène météorologique le plus étudié au monde. Il est également l'explication la plus rationnelle à nombre des événements tragiques qui ont endeuillé le triangle des Bermudes. Plus on en sait sur les ouragans, plus les mystères du triangle se dissipent. Depuis l'espace, on étudie chacun de leurs mouvements. Et sur Terre, des scientifiques vont de leur plein gré affronter leur fureur afin d'apprendre tout ce qu'ils peuvent sur leur structure. C'est le cas de Robert Rogers. J'étudie les ouragans. Je prends des mesures au cœur même de la tempête. Je travaille avec des ordinateurs qui nous permettent de mieux comprendre leur formation
Qu'est-ce qui les fait changer d'intensité, provoque des chutes de pluie, ce genre de choses. Ce qu'il leur faut avant tout, c'est de la chaleur, une source d'eau assez chaude. L'eau est le carburant de tout ouragan. Il en a besoin pour poursuivre sa route. C'est sa source d'énergie, ce qui permet au vent de se développer. Il vous faut aussi des vents favorables pour que l'orage puisse se maintenir. Si par exemple vous avez des vents qui soufflent dans des directions différentes, à des altitudes différentes, l'orage ne pourra pas tenir. En fait, il faut des vents qui soufflent à peu près dans la même direction et à la même force. Aujourd'hui, la technologie satellite permet de prévenir ceux qui traversent le triangle des Bermudes de l'imminence d'un ouragan. Associées au système de navigation moderne, elles expliquent peut-être le nombre de disparitions à la baisse observées ces dernières années. Mais cela n'explique pas tout. La saison des ouragans ne dure que 6 mois, de juin à novembre, et de nombreuses disparitions surviennent en dehors de cette saison. D'autres phénomènes naturels peuvent-ils les expliquer? Les trombes, des tornades des mers, sont fréquentes sur les côtes du sud de la Floride et elles aussi peuvent s'avérer mortelles. Cette tempête au-dessus de Miami a évolué de la tornade à la trombe, avec des vents atteignant les 170 km/h. C'est un phénomène fréquent dans le sud de la Floride. C'est une manifestation fascinante. Il arrive de pouvoir observer plusieurs trombes qui se suivent et qui ont une durée de vie de 5 à 10 minutes. Les trombes peuvent apparaître sans prévenir. Il y a des phénomènes atmosphériques violents qui peuvent endommager des bateaux. Une trombe peut se créer n'importe où. Vous avez des gens qui déjeunent à l'intérieur d'un bâtiment et une colonne d'air va se créer au-dessus de leur tête sans même qu'ils s'en rendent compte. Dangereuses et imprévisibles, les trombes sont néanmoins trop faibles pour faire sombrer un navire ou s'écraser un avion. On peut cependant leur attribuer un petit pourcentage des disparitions survenant dans la région. Mais qu'en est-il des phénomènes météorologiques plus courants comme les orages? Dans quelle mesure ont-ils contribué à la légende du triangle des Bermudes? Les orages se créent lorsque de l'air chaud et humide remonte et rencontre de l'air plus froid. Une région comme celle du triangle des Bermudes, où de l'air chaud remonte en permanence, est l'endroit idéal pour leur formation. Sur la mer, ces orages se forment rapidement, libérant leur puissance destructrice sur les bateaux et les avions qui ne sont pas sur leur garde. Il y a beaucoup de phénomènes météorologiques locaux qui n'affectent qu'une toute petite superficie. Ça peut s'étendre sur une cinquantaine de mètres et à côté, le temps sera complètement différent. Ces phénomènes peuvent prendre la forme d'orages qui produiront une brusque rafale de vent pouvant atteindre les 170 km/h et qui peut faire chavirer un bateau ou du moins lui causer beaucoup de dommages. Avec l'orage viennent les éclairs, une menace constante dans cette partie du monde. Dave Ease est capitaine d'un bateau de plongée à Nassau depuis 14 ans. Il plonge dans les eaux du triangle presque tous les jours. On s'est retrouvé à côté d'un orage. On l'a évité de justesse, mais on pouvait sentir sa puissance à chaque fois que la foudre s'abattait. On était obligé de lâcher la barre parce que si on la tenait, on risquait un choc. Après un moment, on entendait l'antenne bourdonner comme s'il y avait un nid de guêpes dedans. C'était à cause de l'électricité statique qui s'y était accumulée. La foudre peut désorienter et même être mortelle. Mais la plupart des gros bateaux et avions sont protégés et ne la craignent pas. Tout comme les trombes et les orages, la foudre ne peut offrir qu'une explication partielle au mystère du triangle des Bermudes. Il existe d'autres facteurs à l'œuvre dans la région pouvant permettre d'expliquer certaines de ces disparitions dites mystérieuses. L'un de ces facteurs est le trafic de drogue et la piraterie qui touchent les petits bateaux et avions légers au large des côtes de la Floride. Mais malgré toute la logique de ces explications, le mythe persiste, et ce, grâce à un événement fondateur survenu il y a une soixantaine d'années.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, par une belle journée, 5 avions de la marine transportant 14 hommes d'équipage disparaissent sans laisser de traces. La disparition du vol 19 de l'US Navy a accroché l'imagination du public et reste le plus grand mystère du triangle des Bermudes. La perte d'un aussi grand nombre d'hommes, quelques mois seulement après la fin de la guerre, est un choc pour le public. Leurs photos circulent dans tous les journaux. Ces jeunes soldats sont le symbole d'un des plus grands mystères de l'Amérique. Ils donnent une dimension internationale au mythe du triangle des Bermudes. Les hypothèses les plus invraisemblables prospèrent autour de cette disparition. Mais quels sont les faits? Jan Quasar est auteur et certainement l'un des experts les plus reconnus du triangle des Bermudes. J'ai écrit sur tous les mystères qui entourent le triangle des Bermudes. Mais je me suis concentré sur les faits, en évitant la fiction, les légendes et les oui-dire. Jan Quasar a examiné tous les faits avérés concernant le vol 19. Il a aussi écouté les récits des témoins de l'époque. Les rapports officiels révèlent que des problèmes avec les instruments de bord ont été les premiers signes de cette tragédie. Que s'est-il passé? Nous avons décidé de reconstituer la mission. C'est à bord d'un avion identique à ceux de l'escadron, un Avenger datant de la Seconde Guerre mondiale, que nous avons suivi le même plan de route que le vol 19. Aux commandes, Charles Taylor, un pilote chevronné. Le vol 19 a décollé de ce qui est aujourd'hui l'aéroport international de Fort Lauderdale. Les 4 premiers avions étaient composés d'un équipage de 3 personnes. Le 5e, d'un équipage de 2. Leur mission partait de Fort Lauderdale pour rejoindre Bimini Great Harbor Cay, puis l'île de Grand Bahama, avant de retourner à la base. Le temps était au beau fixe, des conditions de vol idéales. La première étape les mène à Bimini, à 90 km de leur base. Sur le chemin, ils effectuent leurs exercices de routine, quelques lâchers de torpilles. Ils doivent ensuite tourner à 91 degrés et poursuivre leur vol sur une centaine de kilomètres. À ce moment, ils sont censés tourner nord-nord-ouest et voler encore 116 km. Le dernier virage doit les ramener à l'ouest, vers Fort Lauderdale. Les rapports montrent qu'ils ont bien effectué les 3 premières étapes de leur mission, mais ils n'ont jamais réalisé ce dernier virage. Le contact est perdu à 19h04. On ne retrouvera aucune trace des avions. Une mission qui se termine en tragédie pour les membres d'équipage et les familles qu'ils laissent derrière eux. Obi O'Brien, ancien pilote de la Navy, est entré dans l'armée l'année suivant cette disparition. Il pilotera notre Avenger, le même avion que ceux formant le vol 19. En 1950, je pilotais un Corsair. Je faisais partie d'un escadron de l'USS Boxer qui a fait la guerre de Corée. J'ai participé à 40 missions pour lesquelles j'ai été décoré. Notre pilote est de la même génération que les membres de l'équipage du vol 19 qui avaient survécu aux dangers de la Seconde Guerre mondiale. Pour rendre cette reconstitution plus authentique, notre avion utilisera les méthodes de navigation de l'époque, pilotage à la boussole et à la vue. Nous décollons de la même piste à la même heure, 14h10. Les conditions météo sont légèrement meilleures. Les premiers ennuis ont commencé pour l'équipage du vol 19 lorsque le chef de mission, le lieutenant Charles Taylor, annonce par radio qu'il n'est pas certain de leur position.
Jim Ward était opérateur radio dans un navire de la marine qui naviguait dans les environs. Il a été témoin de la communication. On a entendu le chef d'escadron appeler la tour de contrôle. Il leur a demandé s'ils pouvaient le localiser par radar, car il n'était pas vraiment sûr de sa position. Il ne peut pas l'expliquer, mais le lieutenant Taylor pense être au-dessus de Florida Keys, une chaîne d'îles qui s'étend sur plus de 150 km dans le golfe du Mexique. On pense cependant qu'il se trouvait à 300 km plus au nord. La tour leur a répondu près de 20 minutes plus tard, annonçant qu'ils n'arrivaient pas à les localiser sur les radars, et en leur demandant s'ils avaient une idée de leur emplacement. Taylor leur a dit qu'ils voyaient des îles. Alors ils lui ont demandé s'ils pouvaient les identifier. Les retranscriptions des messages radio montrent bien la situation dans laquelle se trouve Taylor. Mes 2 boussoles sont hors service. J'essaie de retrouver Fort Lauderdale. Je survole des terres. Je pense être au-dessus de Florida Keys. Mais je ne sais pas à quelle hauteur. Je ne sais pas comment rejoindre la base. Notre route se poursuit sans encombre. Mais à 15h50, presque à la même heure que le lieutenant Taylor, notre appareil connaît son premier problème. L'indicateur de virage glissade de notre Avenger fonctionne de manière irrégulière, ce qui gêne notre pilote dans ses virages. On va faire un virage à 2 degrés est. Nous allons beaucoup trop loin au nord. S'il y a quelque chose, on sera incapable de le voir. Nous sommes 3 heures après leur décollage. Il leur reste encore suffisamment d'essence pour voler 3 heures de plus. L'équipage commence à se disputer. Un autre membre du vol 19, le capitaine Edward Powers, essaie de prendre le contrôle de la mission et les fait virer vers l'ouest. Bon Dieu, si on prend vers l'ouest, on arrive à la base. Lors de notre reconstitution, nous n'éprouvons pas les mêmes problèmes et nous arrivons sans encombre à Great Harbor Cay. Nous opérons un virage à gauche en direction de Grand Bahama. Le point le plus au nord de notre mission à 1 heure de vol. C'est à cet endroit que le vol 19 aurait dû virer à l'ouest en direction de la base. Mais il semble qu'ils aient été désorientés, leur réserve de carburant diminuant rapidement et la nuit menaçant. Pas aller suffisamment à l'est. Ça fait combien de temps qu'on va vers l'est? Maintenant, on va à 270 degrés ouest. Nous sommes à notre tour victimes de nouveaux problèmes. Le pilote de l'avion qui nous suit pour filmer la reconstitution nous annonce qu'il a lui aussi des problèmes avec son indicateur de virage glissade. Le sien ne fonctionne plus du tout. Il se passe quelque chose de très étrange ici. Quel est le problème? Qu'est-il en train de se passer? Deux heures après le début de notre reconstitution du vol 19, nos 2 avions connaissent les mêmes problèmes techniques. Se peut-il qu'il s'agisse simplement de matériel défectueux? Quelle que soit l'explication, nous effectuons le dernier virage à l'ouest pour rejoindre Fort Lauderdale avec une drôle de sensation. L'équipage du vol 19, lui, n'a jamais effectué ce virage. Les 5 avions ont poursuivi leur route vers l'est, vers l'océan, dans une obscurité grandissante. Leur réserve de carburant s'épuisant rapidement. On va continuer à 270 degrés jusqu'à ce qu'on atteigne une plage ou qu'on tombe en panne de carburant. Lorsque le premier avion n'aura plus que 40 litres d'essence, on se pose sur la mer tous ensemble. C'est bien compris ? Ça a été leur dernier message radio. Il lui a demandé ce qui lui restait comme carburant. Il lui a répondu à peu près 30 minutes. On a attendu que cette demi-heure soit passée, mais aucun nouveau signal. Il s'était posé quelque part, mais on ne savait pas où. Alors on a envoyé tous les bateaux et avions disponibles pour les rechercher.
Les règles de la marine imposent que dans une telle situation, tous les avions d'une formation amérissent ensemble. Personne ne sait ce qui est réellement arrivé aux avions du vol 19. Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé les corps ou les moindres débris de l'un des 5 avions? L'ancien pilote de la marine, Dave White, faisait partie d'une équipe de recherche. Je pense sincèrement qu'ils se sont perdus, que le chef d'escadron les a mis dans une mauvaise direction malgré les recommandations des autres membres d'équipage qui lui disaient d'aller vers l'ouest. Personne ne sait avec certitude où le vol 19 a améri, et il faudra 8 heures avant que les premières équipes de recherche se mettent en route. Dans ce laps de temps, le Gulf Stream, ses vents de surface et ses forts courants ont pu déplacer les débris à plus de 90 km du site estimé du crash. Retrouver un survivant dans ces conditions tient du miracle. On a commencé les recherches vers 5h30 du matin, au lever du jour. On n'a rien trouvé. Une véritable flotte et plus de 200 avions ont été déployés pour la recherche. La plus grande mission de sauvetage jamais montée à l'époque. Quelle sensation ressent-on lorsqu'on est le premier pilote à reconstituer le vol tragique et à s'en sortir indemne? Obi O'Brien, pilote de l'Avenger. Je pouvais ressentir la présence de ces 14 braves jeunes gens qui sont morts il y a 60 ans. Ça fait réfléchir. La disparition du vol 19 et le délire médiatique qui en résulta ont fait la légende du Triangle des Bermudes. Il reste à ce jour son mystère le plus connu. Mais les 5 avions disparus en 1945 ne seront pas les derniers à se volatiliser. Le 27 décembre 1948, un DC-3 en provenance de San Juan à Porto Rico et à destination de Miami disparaît sans laisser de traces. En 1963, 2 énormes KC-135, des avions de ravitaillement militaire, s'écrasent sur le chemin de retour à leur base. Volant à 150 mètres de distance et à 36 000 pieds d'altitude, ils se sont abîmés en mer au même moment. Les 2 avions n'ont pas complètement disparu. Des débris ont été retrouvés. Sont-ils entrés en collision? S'agit-il d'une simple erreur de pilotage? On ne connaîtra jamais la vérité. Mais ce crash est entré dans les annales du Triangle des Bermudes et montre encore à quel point les mythes se développent rapidement. Dans notre quête pour vous révéler ce qui se cache derrière la légende, nous allons maintenant étudier l'hypothèse de problèmes mécaniques ou d'erreurs humaines. Les erreurs de pilotage et la désorientation peuvent-elles expliquer certaines de ces disparitions? Les pilotes volant au-dessus de l'océan peuvent facilement perdre leur sens de l'orientation et même ne plus différencier le haut du bas, leur droite de leur gauche. Le cerveau humain n'est pas conçu pour se déplacer à grande vitesse dans 3 dimensions au-dessus du sol. Même par temps clair, il est possible de se trouver désorienté et de confondre la mer et le ciel. C'est particulièrement le cas quand la lumière se reflète sur la surface de l'océan, ce qui est fréquent dans cette partie du monde. Lorsque le temps est brumeux, le problème devient encore plus flagrant. Et lorsque l'on ne distingue plus le haut du bas, se cracher dans l'océan devient plus qu'une éventualité. Carol Collins, moniteur de vol en Floride, connaît bien les dangers liés à la désorientation. Elle pense d'ailleurs que cela explique nombre des énigmes du Triangle des Bermudes. Les jours de brume, vous distinguez l'horizon beaucoup plus difficilement. Si vous regardez de ce côté, vous pouvez encore apercevoir la ligne d'horizon. Mais vous pouvez voir qu'elle n'est pas aussi claire que de l'autre côté. Je vais incliner légèrement l'avion. Nous tournons légèrement, et comme vous pouvez le voir, on ne sent rien. Je pourrais donc faire descendre graduellement cet avion.
Et comme la descente n'est pas rapide, vos oreilles ne se bougent pas et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de descendre. Pour Carol Collins, nombre de crashs survenus dans le triangle serait le résultat du stress, de la fatigue ou de la désorientation. Mais qu'en est-il des disparitions de bateaux? Peut-on aussi les mettre sur le compte d'erreurs humaines? Le spécialiste météo, Chris Lancy, pense qu'il y a une explication à la plupart des accidents. En tant que simple citoyen, je pense qu'une bonne partie des accidents survenus dans le triangle des Bermudes sont dus à des erreurs humaines. Beaucoup de gens font des erreurs stupides, sont pris dans des situations idiotes et veulent le mettre sur le compte de quelqu'un ou quelque chose d'autre. Un organisme est particulièrement bien placé pour observer les bateaux qui rencontrent des difficultés dans le triangle, les gardes-côtes américains. Ils sont au cœur du dispositif de sauvetage en mer. Le premier maître, John Guthrie, pilote d'hélicoptère, est membre des gardes-côtes de Miami, l'un des postes de sauvetage les plus actifs au monde. Il sait à quel point il est facile d'être désorienté. Lorsqu'il y a de la brume et que la journée est calme, la mer ressemble au ciel et le ciel à la mer. Dans un rapport des gardes-côtes américains sur les avions et bateaux qui se sont abîmés dans la région, il est indiqué que rien ne suggère que ces accidents soient dus à autre chose que des erreurs humaines ou mécaniques. En moyenne, les gardes-côtes américains sauvent 11 vies et assistent 130 personnes en perdition par jour. Ces dernières années, un plus grand nombre de personnes nécessitant assistance ont pu être sauvées grâce à l'apparition d'une nouvelle génération de dispositifs de localisation, la RLS, Radio-Balise de localisation des sinistres. Les RLS auraient déjà sauvé plus de 14 000 vies dans le monde depuis leur apparition en 1982. Dans le triangle des Bermudes, ce sont des milliers de sauvetages qui ont lieu chaque année. Et la RLS joue un rôle vital dans la localisation des bateaux en péril. Ils emportent ça avec eux sur le bateau et s'il coule, ça s'active automatiquement en envoyant un signal codé à un satellite. Officiellement, les gardes-côtes américains ne reconnaissent pas l'existence du triangle des Bermudes. Mais il existe des cas où ils ont été dans l'incapacité de retrouver un navire porté disparu, même pourvu d'une RLS. La plupart des disparitions à l'intérieur du triangle des Bermudes sont probablement causées par le mauvais temps, les erreurs humaines ou les défaillances mécaniques. Et pour les moins chanceux, c'est une combinaison des trois facteurs. Une histoire étrange est arrivée au promoteur immobilier Bruce Garnon. Peu après le décollage de son avion qui doit le mener de l'île d'Andros, dans les Bahamas, à Miami, Garnon remarque un nuage lenticulaire. Ce genre de nuage qui entoure généralement les montagnes se trouve pourtant à plusieurs kilomètres de la côte. Le nuage se serait alors transformé en tunnel, avec un ciel bleu à son extrémité. En pénétrant à l'intérieur, notre promoteur aperçoit des flashs de lumière, mais il ne s'agit pas d'éclairs. Il a l'impression que le nuage est chargé d'énergie. Il déclare également que des lignes étranges sont apparues dans le tunnel, tournant lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces lignes courent sur toute la longueur du tunnel, qui, lui, semble faire au moins 15 km de long.
J'aurais dû mettre au moins 3 minutes pour atteindre le bout du tunnel. Mais ça ne m'a pris que 20 secondes. Gernon a l'impression d'être en apesanteur et lorsqu'il se retourne, il aperçoit des traînées de condensation se formant à l'extrémité des ailes de son avion. Le tunnel se referme lentement sur lui. Il pense que c'est une énergie électromagnétique qui a formé ce nuage magnétique autour de son appareil. C'est le moment le plus mystérieux de ce vol. Je ne volais pas à travers la brume. Je volais avec la brume. C'était une brume particulière. Il y avait une énergie électromagnétique dedans. La brume se serait alors dispersée en quelques secondes et notre homme se serait retrouvé au-dessus de Miami. Lorsqu'il regarde sa montre, il se rend compte que son vol, qui aurait dû durer 1 heure, n'a en fait duré que 33 minutes. Cette histoire étrange de brouillard électromagnétique entourant son avion défie la simple explication physique. Mais un autre homme, un scientifique amateur, déclare faire des recherches sur des phénomènes similaires. Dans un laboratoire de fortune créé dans son appartement de Vancouver, John Hutchinson déclare avoir réussi à élever par lévitation et à tordre du métal en utilisant une force électromagnétique. Ce qu'il appelle fièrement l'effet Hutchinson. Il pense avoir assisté à la même mystérieuse activité électromagnétique que Bruce Gernon. Parfois, la recherche d'explications des phénomènes étranges passe par la recherche de réponses alternatives. Pour certains, Hutchinson est un rêveur excentrique. Pour d'autres, un pionnier de la science. Mes qualifications? Je me suis arrêté en 3e. Je n'ai absolument aucune qualification. Le brouillard métallique que j'ai créé, et qui est le fruit de mes recherches, ressemble à la brume électronique de Bruce Gernon. J'ai vécu le même phénomène que lui lorsque j'ai vu cette boule de métal gris s'élever dans les airs. Je suis sûr qu'il existe une corrélation entre les deux. Hutchinson explique que son aventure a commencé en mai 1980, alors qu'il fait des expériences avec l'équipement qu'il a entassé dans son petit appartement. Il dit avoir remarqué de légers mouvements sur des objets qui se trouvent à proximité d'un champ électrique qu'il génère. Il tente alors de faire bouger différents objets et y parvient finalement en soulevant par lévitation un boulet de canon de 30 kg au-dessus d'une table. Ce qui a suscité l'intérêt de personnalités très diverses de la communauté scientifique, c'est mes expériences sur la lévitation et le métal qui devenait étrange, à moitié fondu. Les gens ont pensé qu'il y aurait plein d'applications possibles pour cette nouvelle technologie que je venais de découvrir. Hutchinson déclare pouvoir soulever par lévitation et voiler le métal en utilisant une combinaison d'ondes radio et un puissant champ électromagnétique d'1 million de volts. A-t-il réussi à trouver un moyen de neutraliser la force de gravité? À dire vrai, personne ne le prend trop au sérieux. La communauté scientifique ne se bouscule pas à sa porte pour examiner ces incroyables découvertes. Il y a un autre problème. Ces films ont été tournés par Hutchinson. Rien ne permet donc de vérifier ses dires. Hutchinson déclare que cet effet qu'il a filmé fonctionne grâce à une incroyable source d'énergie. Il reste vague sur les détails, mais affirme qu'elle est proche de l'hasardeuse théorie de l'énergie de point zéro. Quelques centimètres cubes de cette énergie suffiraient à subvenir aux besoins énergétiques de la Terre pendant un siècle. Les scientifiques font savoir que la théorie de l'énergie de point zéro n'est que pure spéculation. Loin de se laisser décourager, Hutchinson pense qu'il a réussi à libérer cette énergie. Il pense également qu'elle doit être à l'œuvre naturellement dans le triangle des Bermudes, créant des effets similaires à ceux qu'il a observés dans son laboratoire.
Pour Hutchinson, les forces de degré zéro sont suffisamment puissantes pour tordre des carlingues d'avion et même ouvrir la coque d'un navire. Notre scientifique amateur pense que ces expériences expliquent les forces à l'œuvre dans le triangle des Bermudes. Mais pour l'instant, elles n'ont été ni vérifiées ni reproduites. Aucune épave d'avion ou de bateau ne porte les traces de ce qu'il décrit. Mais sa théorie d'une énergie électromagnétique perpétue bel et bien le mythe qui entoure le triangle des Bermudes, sans apporter cependant le moindre éclairage sur les réalités de la situation. Ce n'est qu'une coïncidence, mais d'autres théoriciens du triangle associent la légende avec des forces magnétiques. La Terre est un aimant géant entouré par la magnétosphère, un champ de force magnétique qui part d'un pôle pour rejoindre l'autre. L'un des effets visibles de ce champ magnétique sont les lumières polaires, plus connues dans l'hémisphère nord sous le nom d'aurore boréale. Ces lumières sont le fruit de l'énergie du Soleil et de particules qui sont entraînées vers les pôles par le champ magnétique de la Terre et qui entrent en collision avec l'atmosphère. C'est ce champ magnétique qui permet aux boussoles, l'instrument le plus indispensable à tout navigateur avant l'apparition du GPS, de fonctionner. Les boussoles pointent toujours en direction du nord magnétique, une localisation qui est rarement alignée avec le pôle nord. C'est un fait que les navigateurs ont appris à compenser. Mais il est un autre fait concernant le triangle des Bermudes et que certaines personnes ont considéré comme pouvant poser des problèmes de navigation. C'est l'une des quelques rares régions sur Terre où le nord magnétique et le véritable nord sont parfaitement alignés. Une autre de ces régions, située sur les côtes japonaises, a d'ailleurs la même réputation mystérieuse et connaît les mêmes disparitions de bateaux. Il est cependant difficile d'imaginer que cet alignement notoire du nord magnétique et du vrai nord puisse poser problème à un navigateur expérimenté. Mais de récentes découvertes sur les champs magnétiques terrestres ont montré que la magnétosphère au-dessus du triangle des Bermudes change beaucoup plus rapidement que n'importe où sur la planète. Cela signifie que le triangle des Bermudes est un endroit unique au monde. Les preuves ont été collectées à 600 km au-dessus de nos têtes. En 1999, une fusée de la NASA a mis en orbite un minuscule satellite construit par des scientifiques danois. Depuis, le satellite Ørsted est passé plus de 25 000 fois au-dessus des eaux du triangle en y mesurant la force du champ magnétique terrestre. Peter Stoning, le directeur du projet Ørsted, nous dévoile les données enregistrées au-dessus du triangle des Bermudes, l'une des découvertes scientifiques les plus passionnantes de cette mission. Nous avons observé que le champ principal, celui qui vient du noyau fluide de la Terre, a changé de manière significative dans la région du triangle des Bermudes durant ces dernières années. Le satellite danois permet de composer des cartes complexes du champ magnétique terrestre afin de fournir une image détaillée de son évolution dans l'atmosphère, au niveau de la mer et sous la croûte terrestre. Sa position stratégique permet au satellite de réunir des données et des mesures provenant du cœur même de notre planète. La magnétosphère ne vient pas du noyau terrestre, mais du mouvement créé par le liquide qui l'entoure, tournoyant comme une gigantesque dynamo générant le champ magnétique terrestre. Les données de ce satellite peuvent-elles fournir les clés du mystère du triangle des Bermudes ? Un groupe de scientifiques danois a comparé ces données avec d'autres, enregistrées 20 ans plus tôt par le satellite américain Maxat. C'est la première fois qu'ils s'intéressent spécifiquement à la région des Bermudes. Et les résultats sont étonnants. Lorsqu'on a comparé les résultats de la mission Maxstat avec ceux du satellite Ørsted, on a découvert que durant ces 20 dernières années, le champ magnétique avait diminué de 6% dans cette région.
Le champ magnétique de la Terre diminue plus rapidement au-dessus du triangle des Bermudes que partout ailleurs sur Terre. Cette découverte est fascinante. Mais qu'est-ce qui a pu causer de tels changements ces 2 dernières décennies? Les courants marins et les vents ont très peu changé à travers les siècles. La croûte terrestre a mis des millénaires pour se former. Pour les scientifiques danois, la cause de cette diminution du champ magnétique trouve sa source plus profondément, soit dans le noyau liquide de la Terre. Ils avancent l'hypothèse que ces changements magnétiques sont le résultat de violentes turbulences, équivalentes à une tempête dans le noyau en fusion, directement sous la région du triangle. Cette diminution du champ magnétique peut-elle expliquer cette terrible réputation qui colle au triangle des Bermudes? Si le champ magnétique de la région a aussi fortement changé, cela a-t-il pu affecter les instruments de navigation ainsi que les conditions météorologiques? Et s'il y a effectivement une vaste tempête qui gronde dans les entrailles de la région, peut-elle affecter d'une manière ou d'une autre marins et pilotes, leurs navires ou leurs appareils? Ce scénario semble bien improbable. Le champ magnétique terrestre change en permanence depuis des millions d'années et continue de changer. Il est difficile d'imaginer que ces changements, bien que plus rapides dans la région des Bermudes, puissent réellement affecter la navigation des bateaux et avions ou de leurs équipages. Malgré la logique, ceux qui veulent croire au mystère du triangle des Bermudes continuent de se poser des questions. Essayer de résoudre les mystères qui entourent ces disparitions ne fait que soulever de nouvelles interrogations. Qu'avons-nous découvert dans notre quête de la vérité se cachant derrière le mythe? Notre examen du vol 19 nous fait penser qu'il s'agit probablement d'une erreur humaine. Beaucoup de navires et d'avions se sont perdus dans ces eaux, mais de nombreux navires et bateaux se sont perdus dans d'autres régions du monde. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose ici, mais je ne sais pas quoi. On a examiné la piste fantasque des ovnis. Après avoir vu ce que j'ai vu cette nuit-là, je crois qu'il se passe quelque chose dans le triangle. Nous nous sommes demandé si les navires qui avaient disparu avaient été victimes de conditions météorologiques particulières. Il y a vraiment des conditions climatiques extrêmes ici. Ou si les avions s'étant volatilisés l'avaient été du fait de la désorientation spatiale de leurs pilotes. Tout cela est dû à la fatigue et au stress des pilotes. Nous avons écouté des histoires de distorsion temporelle et de brouillard électronique, ainsi que des déclarations sur la découverte de forces électromagnétiques capables de soulever par lévitation et de plier du métal. Quelques centimètres cubes de cette énergie suffiraient à subvenir aux besoins énergétiques de la Terre pendant un siècle. Nous avons également vu comment les champs magnétiques terrestres s'affaiblissent plus rapidement dans cette région que partout ailleurs sur Terre. Mais notre voyage touche à sa fin, et aucune de ces spéculations ne semble expliquer cette étrange réputation. Le triangle des Bermudes garde ses secrets. Peut-être doit-il en être ainsi avec l'un des plus grands mystères de notre planète.